Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeux vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Sœurs d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, bonjour. Bonjour Mehdi El Kanafi, ça va bien ? Ça va très bien. Alors, tu en es où dans Judgment ? J'ai envie de savoir. Alors je n'y ai pas touché depuis 10 jours je pense, en raison de la chronique d'aujourd'hui. Ouais, ça décale. Ouais, donc Judgment ça sera pas non plus la semaine prochaine, mais on va expliquer pourquoi. 2022, l'année des reports. On va sûrement y revenir. Moi, alors, en ce moment, j'ai ultra envie d'avoir des jeux de podcast et des jeux où tu peux jouer, écouter des podcasts, de la musique en même temps. J'en ai pas trop en ce moment. Et j'ai une envie de jouer beaucoup à Diablo 2 ou Diablo 3. Ouais. Et j'ai jamais fait Diablo, je suis nul. Et en fait, je me demande si ça va pas arriver avec le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Est-ce que ça va pas arriver rapidement ? Les jeux Bethesda, à l'époque, étaient arrivés assez rapidement. Sur le Game Pass. Sur le Game Pass. Donc, je suis chaud. Est-ce que tu penses que ça peut être incessamment sous peu, ces nouveaux jeux ? Ouais, je crois que c'est arrivé quelques mois après seulement, les premiers jeux Bethesda. Ouais. Donc, même si la fusion n'est pas entérinée, ça peut être au moins ils se mettent d'accord là-dessus. Puis il y a le Diablo Remaster qui le Resurrected. Il est sorti. Il est sorti déjà. Oui, il est sorti. Je suis l'actu avec ferveur. Et c'est celui-là que t'as envie de faire. Ouais, grave, carrément, je suis hyper chaud. Mais il n'est pas question de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de 2 remasters et un anniversaire. On va parler dans un premier temps des remasters PS5 de Uncharted 4 et Lost Legacy. Et dans la seconde partie de l'émission, on va célébrer à notre façon les 25 ans de Final Fantasy VII. C'est pas rien. Vous retrouverez bien évidemment le top 3, l'interlude, qui est hyper important et je sais que vous êtes là pour ça. Mais avant, c'est la rubrique retour sur l'émission précédente dans laquelle nous avons longuement décortiqué les 2 précédentes même, le rachat d'Activision Blizzard King par Microsoft. Et bien cette semaine, lundi dernier, c'est au tour de Sony de sortir le chéquier pour s'offrir le studio Bungie à 3,6 milliards. C'est un fait à relever au moins, mais Nico, tu nous en parleras sûrement plus la semaine prochaine. Ouais, encore un rachat qu'on n'a pas vu venir, qu'on aurait pu mettre dans notre top 3 pronostics. On en parlera, ouais, parce que j'avais justement dans l'idée de parler un petit peu du côté de Sony, de comment ils pouvaient réagir à l'offensive Microsoft, mais justement, ce rachat de Bungie vient donner du grain à moudre. Donc la semaine pro, on sera un petit point ensemble sur Sony et que faire pour lutter contre Microsoft et ses dollars. Comment réagir ? Retour sur la première émission de la saison dans laquelle en fait on avait fait le planning des jeux à venir en 2022 et hier est tombée une rumeur de Bloomberg comme quoi en fait Suicide Squad Kill de Justice League ne sortirait pas avant 2023. Je sais que toi tu l'attendais pas trop, moi j'étais quand même carrément chaud, c'est quand même un jeu Rocksteady. Voilà, les reports se poursuivent. C'est pas étonnant quand on connaît un peu l'historique Rocksteady, mais bon, ça fait combien, 6-7 ans je crois qu'ils n'ont pas sorti de jeu, ça doit commencer à leur manquer un petit peu. Ouais. Voilà pour les retours sûrs, il est l'heure de se lancer dans le cœur et dans le corps de l'émission, et c'est toi qui commence. C'est beau ce que tu dis. Alors tu l'as dit, on va parler aujourd'hui de la Uncharted Legacy of Thieves Collection, mais ça serait l'occasion de se faire un petit point ensemble sur la politique de Sony de ressortie de ces jeux PS4 sur PS5. Vous allez voir, c'est un petit peu compliqué. Okay. Alors le but évidemment, c'est de continuer à faire vivre ce patrimoine et permettre à de nouveaux possesseurs de machines Sony d'essayer des jeux qui sont sortis sur les consoles précédentes. Et c'est pas nouveau, parce que sur la PS3 on avait eu la même chose avec des jeux PS4 qui venaient directement de la PS3. On avait eu un Last of Us Remastered à l'époque, un God of War 3 Remastered à l'époque. Pas facile à prononcer les noms de jeux. On en parlera peut-être un peu plus tard de la prononciation. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de cas de figure différents. Et cette fois, ce qui change, c'est que la console, la PS5 est rétrocompatible PS4. Donc déjà, ça vient un petit peu fausser le débat. Et alors attention là, il va falloir prendre une aspirine, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Donc on a le cas de la simple mise à jour technique, je mets simple avec des guillemets, donc avec par exemple Horizon, que toi par exemple tu as joué sur PS5 avec la version PS4 qui est rétrocompatible, mais qui a eu droit à une update technique qui lui permet, souvent ça consiste à débloquer le framerate à 60 fps et la résolution en 4K. Ouais. Alors j'ai l'impression quand même que celle-là, ça allait un petit peu plus loin, parce que j'ai vu des vidéos du jeu Vanilla, on va dire, et moi j'ai joué après cette mise à jour et je trouve que c'est carrément impressionnant. Au-delà de la fluidité, vraiment j'avais l'impression entre guillemets de jouer à notre jeu. C'est les yeux de l'amour. C'est peut-être les yeux de l'amour, ou ta télé, ou peut-être ma télé, je sais pas, mais c'était carrément cool, parce qu'en plus elle est gratuite, c'était pas une refonte globale et payante, tu vas y venir. Moi c'est vraiment ça, c'est sympa en tout cas. Donc Horizon y a eu droit, mais aussi God of War, mais Days Gone également. Donc il s'agit bien des versions PS4 mais qui ont droit à une petite mise à jour, donc ça c'est quand même plutôt sympa et gratos.
On a aussi le cas des remasters PS5. Donc là, on a connu par exemple Spider-Man, donc le Spider-Man de Insomniac, et la Uncharted Collection qui va nous intéresser aujourd'hui. Et là, dès à présent, 2 cas de figure. On ne sait pas trop pourquoi, mais la Spider-Man Remaster est vendue à 40€, là où la Uncharted Collection est vendue à 50 boules. Peut-être qu'on peut se dire, c'est parce qu'il y a 2 jeux dedans, ouais, il y a 2 de jeux. manière, on augmente un petit peu le prix. Et là où c'est un peu bâtard, c'est que si tu cherches par exemple sur le store la version PS4 d'Uncharted 4 et celle de Lost Legacy, donc le spin-off, n'existe plus. Il n'existe aujourd'hui qu'un seul bundle, donc l'équivalent de cette compile PS5, mais sur PS4, donc un bundle à 40 boules. Okay. Donc voilà, tu vas mettre 10€ de plus si tu veux la version PS5. Donc alors Sony, autant il y a plein de cas de figure et c'est pas toujours super fair, mais il y a certains moments où on peut le comprendre. Mais ils ont aussi cette faculté à un peu foutre les vieux jeux sous le tapis pour que tu sois orienté vers la solution la plus chère. Tu trouves que c'est pas équitable que... C'est un débat un peu philosophique et moi je pense que quand il y a du taf derrière, c'est pas déconnant de demander un peu de thunes, tu vois. Si le portage demande du temps et du dev, c'est pas déconnant de faire payer un petit peu plus. Ouais, et au-delà de ça, plus, est-ce que tu trouves ça légitime de retirer du catalogue les anciennes versions une fois que maintenant... Ça, c'est un peu plus dérangeant. Regarde, alors, si on compare à l'édition, par exemple, à notre corps de métier à nous, c'est vrai qu'on fait une réédition luxe, cartonnée et tout, c'est vrai que l'édition précédente, qui peut être avec une couverture souple, avec une moins de corrections dans le texte, etc., sont tout le temps systématiquement retirés des réseaux. Retirés parce qu'elle est tombée en rupture de stock, parce que le bouquin n'existe plus. Oui. Et là, quand on parle de jeux, surtout en numérique, c'est pas forcément le cas. Mm-hmm. Là, tu vois qu'ils auraient pu laisser une alternative, en tout cas. Laisser le choix aux joueurs. C'est ça. Ça sera toujours un peu le fil rouge de cette chronique. Dans le cas de ces remasters PS5, on est quand même pas loin du portage, parce que on retrouve le jeu PS4 avec une mise à jour technique qui est pas forcément spectaculaire. Là aussi, autant en parler directement pour Uncharted, ça reste grosso modo le jeu tel qu'il était sur PS4 techniquement, donc avec les modèles 3D, il n'y a pas forcément de nouveaux effets qui ont été rajoutés. Il y a toujours cette question de résolution et de framerate sur laquelle on va pouvoir jouer et c'est là où on a un confort supplémentaire qui est apporté sur PS5, mais on reste quand même pas loin du portage avec cette petite update en plus technique qui peut être gratuit dans certains cas, on vient de le voir. Graphiquement, c'est pas fracassant, c'est ça que tu me dis. C'est fracassant, mais comme l'était le jeu PS4 en fait. Voilà, à la base, le jeu était extrêmement beau, quoi. Exactement. On a ensuite le cas des Director's Cut. Alors là aussi, l'appellation a fait couler beaucoup d'encre, je pense qu'on en a déjà parlé, donc on va pas y revenir dessus. Mais là, dans ce cas-là, il s'agit de jeux qui connaissent une update PS5, donc technique, et qui voient également du contenu rajouté au jeu. Donc c'était le cas pour Death Stranding et Ghost of Tsushima, et à coup sûr, ça sera aussi certainement le cas pour The Last of Us Part 2. Là, on est un peu dans des sortes de GOTY Edition, comme on a déjà connu par le passé, donc il vient regrouper des DLC ou rajouter du contenu, en plus une mise à jour technique. Et là encore, vous allez voir, ça dépend des cas, donc on n'a pas forcément toujours la même politique de prix. Death Stranding donc, est vendu à 50€, le Director's Cut en version PS5. Mais si on possède déjà le jeu sur PS4, l'update plus le DLC va nous coûter 10€ de plus. Donc la mise à jour nous coûte 10€. Concernant Ghost of Tsushima, lui, la version Director's Cut coûte 80€, donc la version full price d'un jeu PS5. Okay. Donc on sait que Sony, ses jeux PS5 sont à 80€ et pas à 70€. Alors attention, ça devient tricky. Si tu as le jeu sur PS4, pour 20€ de plus, tu obtiendras la version Director's Cut, mais PS4. Si tu as la version PS4, mais pour 30€ de plus, tu obtiendras la version Director's Cut, mais sur PS5 cette fois. Et si tu as le jeu PS4 déjà en Director's Cut, là tu devras payer 10€ pour avoir l'update PS5. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'update technique en tant que tel coûte 10€, et l'update de contenu coûte 20€. Donc en fonction des cas de figure, ça sera de 10 à 30 boules que vous devez payer pour avoir la version la plus optimisée. Alors c'est clair quand tu l'expliques. C'est parce que j'ai fait des études, monsieur. Là encore, tu vois, 10 balles de technique, s'il y a eu du taf dessus, je comprends, et 20€ pour du contenu supplémentaire, ça me choque pas. On parle de Ghost of Tsushima, d'un DLC conséquent, qui vient rajouter des heures de jeu supplémentaires donc sur l'île d'Iki. Alors j'ai pas eu le temps moi de m'essayer au DLC, mais j'ai relancé le jeu avec l'update technique, et franchement c'est impressionnant. Il y a certains jeux PS5 qui, bon, il y a très peu de jeux natifs PS5, c'est con ce que j'allais dire, mais ça pourrait passer pour être un jeu PS5 développé pour PS5, parce que c'est vraiment très très beau, quoi. Clairement, et certaines mauvaises langues que ne citeront pas diraient même que la PS5 en fait c'est la console qui est faite pour faire bien tourner les gros jeux PS4. Ouais. Donc là-dessus, à voir comment vous prenez la chose. Ensuite, un cas encore plus compliqué, c'est le cas des jeux cross-gen. Donc là-dessus, on l'a dit, il y a eu une hommage gratos qui a été faite pour les jeux
donc PS5, mais qui sortait également en version PS4. C'est-à-dire en même temps. Voilà, donc là, par exemple, Spider-Man Miles Morales, qui est sorti sur PS5, mais était un jeu cross-gen, donc aussi sorti sur PS4. Ouais. Et là, la mise à jour se fait gratuitement. Si tu as la version PS4 et que tu possèdes la version, t'achètes une PS5 ensuite, ça sera gratos. C'était aussi le cas pour Sackboy, et c'était le cas pour Horizon, ou en tout cas promis comme tel par Sony à l'époque. Quand il y a eu la mise en vente de Horizon, la précommande qui arrivait, on s'est rendu compte que Sony demandait un surplus de thunes, contrairement à ce qu'ils avaient dit, et donc ça avait fait un petit shitstorm, je sais pas si tu t'en rappelles, jusqu'à ce que Jim Ryan revienne en arrière en disant, c'est vrai, on avait dit que Sackboy, Miles Morales et Horizon 2 seraient gratos pour l'update, donc on revient sur notre politique tarifaire. Ça prouve à quel point ils savaient pas sur quel pied danser à l'époque encore. C'était pas clair en interne, je pense, et bon, maintenant c'est un peu plus clair, sachant que à partir d'Horizon 2, tous ces jeux cross-gen, la mise à jour technique coûtera 10€. Donc Gran Turismo 7, God of War Ragnarok. Donc si vous les achetez maintenant sur PS4 et que vous payez une PS5 dans quelques mois, il faudra payer 10€ pour pouvoir jouer à la version updatée. Sachant que si vous pouvez quand même jouer au jeu PS4 sur votre PS5, mais en version rétrocompatible, donc sans mise à jour technique, mais ça reste gratuit. Je te suis, mais faut pas décrocher. J'espère que vous écoutez pas ce podcast en faisant quelque chose d'autre. Moi, je l'ai écrit sous les yeux, donc ça me paraît simple, mais j'avoue, c'est très très complexe. Donc, après, là, c'est intéressant de se pencher sur cette situation, décortiquer et tout, mais après, chaque joueur est face à une situation qui est précise, en fait, où tu as un joueur PS4 avec ta bécane et t'es sur tes PS4 Pro, ou t'as ta PS5, et tout, en fait, va s'activer, se désactiver sur ton PSN en fonction, enfin, quand tu vas aller acheter ton jeu, quoi. C'est intéressant de voir le panel, mais on n'est pas tous face à des choix multiples, Oui, après, ce qui est un peu complexe, c'est qu'il y a des joueurs actuellement qui aimeraient acheter une PS5, mais qui ne peuvent pas se la procurer parce qu'ils ne la trouvent pas. Oui. Et qui vont pas vouloir se passer de Gran Turismo 7 en disant j'attends d'avoir ma PS5 pour acheter le jeu. Oui. Donc ils achèteront le jeu sur PS4 dans sa version PS4 et quand ils auront leur PS5, soit ils joueront la version PS4 sur PS5, soit ils paieront 10€ de plus pour avoir la version PS5 de Gran Turismo 7 sur la PS5. Ouais. In fine, ça revient au même. Ça revient au même, parce que justement, voilà, donc Sony, en faisant ça, prive un petit peu ceux qui auraient été les petits malins qui seraient dit, je peux prendre la version PS4 et j'aurai l'update gratos sur PS5, donc je paierai le jeu 10€ moins cher. Mais non, ça se passe pas comme ça. En fait, t'as beaucoup de cas de figure, hein. Par exemple, t'as tout ce qui est PlayStation Plus collection, en fait, ce panel de 10 jeux qui a été proposé à la sortie de la PS5, si vous aviez le PlayStation Plus, en fait, c'est un 10 jeux mythiques de la PlayStation 4, que ça soit du first party ou des tiers, et en fait, tous ces jeux de la collection qui ont connu une mise à jour, eux sont forcément des mises à jour gratuites. Par exemple, God of War. Et je pense que c'est un facteur qui était aussi important et encore un grain de sel à ajouter dans cet amalgame de trucs à calculer. Bon, pas simple non plus, quoi. Après, je l'ai dit, pour moi, faire payer 10€ de plus si ça a impliqué un travail de l'équipe de dev, ça me paraît pas scandaleux. Enfin, tout travail mérite salaire, comme on dit. C'est beau. Si tu me permets. Tu peux. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que Sony, ils ont quand même la fâcheuse habitude de truander un peu derrière. Par exemple, on sait que Death Stranding avait été retiré des soldes du moment parce que ça permettait aux joueurs de se procurer le jeu moins cher et d'avoir la version PS5 à 10 balles de plus. Donc, pour eux, ils ne rentraient pas dans leur clou, quoi. C'est qui truande, en fait? C'est qui? Mais les joueurs à la recherche des bonnes affaires, tu vois. Ouais. Donc, on est tous... Faut bien manger, monsieur. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, au-delà de ça, voilà, ça reste une politique. Chacun y verra un petit peu ce qu'il veut. Ce qui est en tout cas plus simple, c'est que chez la concurrence, c'est plus clair. Xbox a créé le Smart Delivery, ce qu'ils appellent. Donc, c'est une sorte de label qui permet d'avoir un patch qui permet une optimisation next-gen pour les jeux compatibles. Alors, ce patch est gratuit et automatique. C'est un peu comme le premium de chez Sœur d'édition. C'est ça. Et donc, ça concerne les jeux Xbox. Donc, si tu chopes Halo dans ça. Enfin, en fait, c'est considéré un peu comme si c'était la même version et qui, en fonction de ta machine, se mettra à jour pour s'adapter aux compétences de la machine. Donc, là-dessus, pas trop de mystère. Ce qui est cool, c'est que ce système, il a été embrassé par certains éditeurs, comme CD Projekt avec Cyberpunk, par Ubisoft, par exemple, aussi, on se rappelle pour Far Cry et tout, même si pour des jeux qui seront exclusifs sur la machine, on ne sait pas encore, ils vont se positionner sur le niveau tarifaire, mais pas par tous les éditeurs. On se rappelle qu'Electronic Arts, lui, faisait payer une version collector, par exemple, de FIFA, pour avoir la version PS4 et la version PS5, il n'y avait pas d'update automatique. 2K. NBA 2K, pareil, chez Take-Two. Mais là aussi où ça se complique, c'est que par exemple Jedi Fallen Order a reçu une optimisation next-gen, et il me semble bien que c'était un patch gratuit. Ouais, sur PS5, oui, c'est gratuit. Donc voilà, même on sent que on est dans une situation où c'est pas évident. Les mecs tâtonnent un peu, s'il y a moyen de se faire un peu de thunes, ça tente le coup, mais pas de manière automatique. Plus il y a de cas de figure, plus c'est complexe.
Forcément. Alors quoi qu'on pense en tout cas de ces politiques de prix, je trouve que ce phénomène de remaster, d'apporter des vieux jeux sur une nouvelle console, je trouve pas ça très très sale. On sait que ça fait souvent soulever le sourcil des joueurs. Mais moi je vois ça plutôt d'un bon oeil, je crois que c'est aussi un petit peu ton cas. Oui. Déjà par exemple quand on parle de Uncharted, de la collection, il faut partir du principe que tout le monde n'avait pas forcément de PS4. Donc un mec qui est primo-accédant, on va dire, dans l'univers de Sony, il peut avoir envie de découvrir les jeux du patrimoine Sony, et c'est peut-être sa toute première console Sony, donc ça serait dommage de le priver de l'accès à ces jeux-là. Et la question, c'est de rendre justement tous ces jeux accessibles aux joueurs et aux machines d'aujourd'hui, parce que forcément, quand tu installes ta nouvelle machine, t'as tendance à remiser l'ancienne dans son carton, à la ranger quelque part, voire à la revendre, et t'as pas forcément envie de la ressortir. C'est la praticité le plus important à mon sens. C'est que tu as envie de jouer à un jeu, il faut que ça soit simple, rapide, pas prise de tête. T'as pas envie de sortir ta vieille bécane, commencer à toucher au câble derrière. Ouais. En tout cas, moi, dès qu'il faut commencer à déplacer la télé, ça me gonfle. Et il y en a même que ce soit le cas pour les vieux jeux encore plus en amont, quoi. Pas que la génération d'avant, quoi. Ouais. Alors là encore, la team Petit Malin va me dire, mais Uncharted, t'as qu'à acheter la version PS4 et t'y joues sur ta PS5. C'est vrai. Mais la question se pose, c'est combien est-ce qu'il reste encore de rayons PS4 aujourd'hui dans les magasins. Et là aussi, on parle d'un grand public, des gens qui vont aller voir Uncharted au cinéma et qui en sortant vont se dire, tiens, j'aimerais bien jouer aux jeux vidéo sur ma console. Et c'est un public qui n'achète pas forcément des maths et qui n'est pas forcément au fait. Enfin, je les vois mal aller chercher un jeu d'une génération antérieure, alors que voilà, ils sortent du ciné, ils se disent, je veux le jeu qui correspond à ça et pas se prendre la tête là-dessus, quoi. On avait eu un débat d'ailleurs avec la team dans un Third Strike sur le remake de The Last of Us, où pour certains, il arrivait trop tôt. Sachant que ce remake n'a pas encore été confirmé officiellement, mais on parlait d'un remake du premier épisode et qu'il y avait moins de 10 ans, je crois, qui s'écoule entre la sortie de l'original et le remake. Donc là, ce qui est cool, c'est que si le joueur il dit que le progrès apporté par ce remake ne justifie pas de repasser à la caisse, il pourra toujours jouer à The Last of Us sur sa PS5 dans sa version PS4. Comme ça, tout le monde est content, quoi. Donc là-dessus, tu l'as dit, et c'est un petit peu la chose importante, c'est de laisser le choix aux joueurs, parce qu'on n'a pas tous les mêmes problématiques, on n'a pas tous le même portefeuille. Donc après, à chacun de se faire un petit peu son avis là-dessus, et ça sera aussi ce qu'on pourra dire du bilan de la Uncharted Collection, ça sera à chacun de voir un peu où il se positionne. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que même si c'est à chacun de voir, de base, on aurait aimé une politique tarifaire plus souple et plus sympa. C'est toujours plus cool quand c'est gratos et qu'on peut sortir un peu de thunes. Donc, après, ça demande comme tu l'as dit tout à l'heure, ça demande du travail aux devs qui sont alloués à cette mise à jour-là, alors qu'ils pourraient faire autre chose, travailler sur les suites, etc. etc. Les devs de Naughty Dog ont dit que je crois qu'ils ont bossé 2 ans sur cette compile, donc après, on va savoir combien de temps ça leur a pris, combien ils étaient à bosser dessus, mais ces gens-là, il faut bien les payer aussi. Ouais. Et voilà, parfois, c'est sous-traité. C'est-à-dire que souvent sous-traité, si Kojima Prod sur Death Stranding ou Sucker Punch sur Ghost of Tsushima n'ont pas forcément dédié des forces internes. C'est souvent, y a des studios qui sont là de support et qui vont aider à faire ce genre de taf-là. On pense à Witcher, par exemple, de Witcher 3, de CD Projekt, qui est sous-traité. Alors, je crois que c'est chez Saber Interactive, donc qui est spécialisé dans les portages. C'est eux qui avaient fait la version Switch de Witcher 3. Mais là aussi, tu payes un prestataire, donc il faut aussi rentrer dans tes frais derrière, même si c'est des vieux jeux et qui ont déjà rapporté de l'argent. Dans les politiques de rachat, Sony, là, en ce moment, s'entoure de ce genre de petits studios de support spécialisés dans les portages PC, par exemple, ou plus des techos. Ça est moins clinquant. C'est vrai que quand il y a des annonces de rachat de cet ordre-là, c'est moins impressionnant, mais c'est finalement assez important parce que ça devient plus systématique. Donc c'est un petit peu important aussi. Moi, vraiment, sur ce débat, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est sale ou pas, c'est vrai que très personnellement, j'aime bien quand c'est facile. C'est vrai que s'il y a un remake, un remaster de jeu qui n'est pas rétro-compatible avec ma console, je trouve ça pratique, cool, je préfère. Et là où Microsoft, je trouve, a une politique, comme tu l'as dit, vraiment très très stylée, c'est qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour rendre toutes les générations d'Xbox compatibles. Il y a vraiment quelques jeux qui ne le sont pas encore, mais là, à l'heure actuelle, les gros titres majeurs le sont. Il y a une sorte de mise à jour d'upscaling qui ne demande pas de travail aux développeurs et qui va en fait bénéficier aux joueurs. C'est vachement chouette. T'as un truc aussi qui s'appelle le FPS Boost, on vous l'a aussi présenté, qui peut faire monter le truc à 120 FPS pour certains jeux, et là, c'est vraiment ultra stylé. Tout ça, c'est gratuit, tout ça, c'est automatique. Et Microsoft a vraiment capté le truc, là. C'est vraiment qu'il faut que ça soit simple pour le joueur. Tu t'embêtes pas, tu mets ton CD où tu vas télécharger. Franchement, ça, c'est cool. Ouais, mais là aussi, il faut pas être naïf dans le sens où Microsoft voulait séduire les joueurs, et c'est quelque chose qui lui demande du taf, mais qui fait gratos parce que c'est un argument marketing, en fait. Ouais. C'est comme payer pour faire une pub dans le métro.
c'est que t'investis de l'argent parce que tu penses que ça va te rapporter en termes d'image. Donc rien n'est gratuit là non plus, donc faut pas se leurrer. Et j'ai vraiment hâte, on en a parlé la semaine dernière, d'avoir la réponse de Sony sur la rétrocompatibilité. Est-ce que ça va être une rétro machine physique? Est-ce qu'on va pouvoir mettre les galettes? Est-ce que ça va être uniquement lié à leur projet en live, Spartacus, tout ça, etc., etc. J'ai vraiment hâte d'avoir les tenants et les aboutissants de tout ça. Un retour sûr en devenir, j'imagine. En tout cas, dans le jeu vidéo, on en parlait, je crois, dans le tout premier Red Alert, c'est que en tant que joueur, en fait, on a investi de l'argent dans des jeux. Et moi, je sais que j'aimerais que ce catalogue-là me suive à chaque fois, à chaque génération de machines. Comme dans le cinéma, on sait que quand chaque changement de format, donc là, on parle pas de console, mais on parle de format, t'as, par exemple, t'avais tes VHS, t'as les DVD qui arrivent, et t'as une partie du catalogue VHS qui est portée en DVD. Pas forcément tout, là aussi, ça devient problématique. Et idem, tu passes du DVD au Blu-ray, et là, actuellement, du Blu-ray au Blu-ray UHD et 4K. Et donc, t'as envie, là, on se pose pas la question, comme on l'a dit, est-ce que tu fais pas du rétro cinéma en matant des vieux films, mais t'as envie d'avoir tes vieux films sur ton support actuel, que tu puisses consulter de manière facile et en profitant du gain apporté par la technologie. Donc je pense que c'est aussi une des finalités du jeu vidéo qu'on commence à y venir, avec maintenant par exemple tes jeux, tes achats qui sont liés à ton compte et non plus à une machine. Donc je pense qu'on va dans cette direction. Ça y est, on y arrive enfin. Avec cette génération-là, et que ça soit Microsoft, Sony et surtout Nintendo. C'est vrai que eux, chaque génération de consoles, ils abusaient pour te recaler. Ils payer les mêmes jeux dans les putains d'e-shop. Ah ouais, Zelda, Nintendo, enfin Zelda et Mario, tout ça, on les a vraiment tous eu au moins 5-6 fois au bas mot. Là, je pense que ça y est, on y est. On a un catalogue qui va nous suivre et surtout... pour lequel on va pas devoir peut-être repasser à la caisse. Et dans le cinéma, on va pas tomber à bras raccourcis sur les studios en leur disant attendez, mais regardez, j'ai le DVD là de Mad Max. Personne n'irait faire ça en mode j'ai le DVD, je dois avoir le Blu-ray gratos. Non, c'est la vie, c'est comme ça. Après, est-ce que... Enfin, là, ça rebat les cartes avec tout ce qui est VOD, SVOD, mais en tout cas, dans le jeu vidéo, je pense qu'on est on est quand même assez privilégié et on va le devenir de plus en plus, c'est-à-dire que notre catalogue, ce sera notre propriété, entre guillemets, et on va pas devoir repasser à la caisse. Ça, c'est plutôt cool, je trouve. On va parler un petit peu d'Uncharted maintenant, parce que c'est quand même le jeu, c'est quand même le plus intéressant, parler du jeu en lui-même. Alors on n'est pas là pour faire une critique complète, parce que c'est des jeux qui datent quand même un petit peu, et puis tout le monde a eu l'occasion de lire, d'entendre dessus, ou de se faire même un avis dessus. En tout cas, moi, de titre perso, cette compile pour moi contient les 2 meilleurs jeux Uncharted, et ce qui est cool, c'est que j'avais envie de les refaire depuis un bail, donc c'était l'occasion parfaite. Et là où je trouve ces jeux supérieurs à la trilogie précédente d'Uncharted, c'est que les différents composants de gameplay, que ce soit la plateforme, l'action, les énigmes, sont beaucoup mieux imbriqués les uns dans les autres. Et par exemple, les gunfights, qui étaient un petit peu sans fin dans les précédents épisodes et qui étaient pour moi l'élément redondant et un peu relou des 3 premiers Uncharted, et si bien même que s'il n'y avait pas de gunfight, ça me dérangerait pas tellement en fait. Tu veux jouer à un autre jeu, quoi. Non, mais plus le côté balade, exploration, plateforme. Ces gunfights là, ça devient des sortes de petits îlots d'action qui sont saupoudrés par-ci par-là et rangés dans l'action, dans l'infiltration, dans la plateforme. Et donc le tout est plus équilibré, ce qui évite un petit peu la saturation. Et t'as même beaucoup de ces gunfights que tu pourras même éviter grâce à l'infiltration. Alors l'infiltration, elle est pas parfaite, mais elle te permet justement de zapper certaines séquences d'action qui pourraient être un petit peu longues. Je sais pas, toi, si tu es un fan particulier des phases TPS dans Uncharted, moi je sais que c'est pas vraiment ce qui m'excite le plus, quoi. Non, pas spécialement, et c'est vrai que les épisodes précédents, c'est comme tu as parlé de bulles, c'était vraiment des segments très fermés où tu te disais bon là c'est bon, j'ai vu dans le niveau qu'il allait avoir tel élément pour que je puisse faire du cover shooter, tout ça, etc., etc. Dans le 4 et dans le Legacy, c'est vrai que c'était mieux imbriqué, à voir dans les suites et à l'avenir si ça sera encore minoré, quoi, qu'il y aura moins de gunfight et surtout plus lié à la narration, plus lié à ce que va faire le joueur. Alors je parle pas de, comment on dit déjà, pas la rupture, j'ai bouffé le mot. Dissonance. La dissonance ludo-narrative, ça... Tu vois, je me suis moqué en te disant mais tu veux un Uncharted sans gunfight, tu veux pas jouer Uncharted. Je pense que c'est une partie non négligeable et importante de la licence, ça fait partie du truc. Mais bon, faut peut-être avoir à l'équilibrer encore plus, même si dans Uncharted 4, tu sembles dire que c'est encore mieux. Oui, parce que la série Uncharted est née à l'époque où du TPS roi avec Gears of War, comme tu l'as dit, le cover shooter. C'était vraiment la mode et on voit qu'aussi le jeu vidéo a bien évolué depuis, avec des jeux qui s'autorisent à faire moins d'action, à être plus dans la contemplation. Donc on voit qu'Uncharted a un petit peu évolué dans ce sens et je pense que l'évolution n'est pas terminée potentiellement. Après, on peut observer Last of Us aussi, où il y a toujours des phases d'action, il y a toujours des phases d'infiltration, mais encore mieux intégrées, encore mieux filées, le flow est encore plus là. Et dans Last of Us, je trouve que l'action est plus justifiée que dans Uncharted. Voilà, donc ça me choque peut-être un petit peu moins. Tu parlais de la narration, mais là aussi, niveau histoire, ces 2 épisodes, à mon sens, contiennent les persos les mieux écrits et ont propos
qui est quand même un petit peu plus mature. On sent que l'équipe sortait de The Last of Us, hein, donc avec à la tête le même duo créatif. Et le perso de Drake, hein, il en devient que plus humain, plus intéressant. C'est vrai qu'il avait ce côté archétypal de l'aventurier à la Indiana Jones, qui était défini plus par son côté, voilà, ses cabrioles et son côté fan d'histoire. Là, on pousse un petit peu plus. Hein, on a la relation aussi de couple entre Nathan et Elena qui est très intéressante. On voit que le perso a vieilli aussi. On se rappelle tous de cette scène d'ouverture où le héros se rejoue un petit peu ses épisodes passés parce qu'il est aujourd'hui tombé dans une routine un petit peu plus relou. Donc je trouve ça plutôt touchant. Et là aussi, qu'est-ce que toi, niveau histoire, est-ce que tu as des souvenirs précis de ces épisodes? Toi, tu n'as pas rejoué depuis, par Alors, contre, j'ai pas relancé, hélas, mais je les ai quand même bien en mémoire, hein, surtout Lost Legacy, où j'avais adoré, justement, ils avaient poussé un peu plus tout ce qu'ils avaient mis dans Uncharted 4, mais au niveau de l'histoire et de la narration, je trouve ça logique aussi. Il a fallu plusieurs épisodes à Nathan Drake pour trouver sa singularité. Tu l'as dit, c'est un Indiana Jones wannabe, quoi. C'est un aventurier un peu drôle, qui est fan d'histoire. Au début, c'est ce qu'il est, un copycat, et avec épisode par épisode, il va trouver sa marque, la chose qui va le différencier. Ça devient un vrai personnage. Ça devient un vrai personnage à part entière, là où il est né comme un ersatz. Mais c'était pas grave, en fait. Oui, bien sûr. Et donc oui, au bout de plusieurs épisodes, une fois qu'on a créé justement ce passé, qu'on lui a créé en fait une épaisseur, un caractère, on peut, dans Uncharted 4, regarder en arrière et jouer justement de cette création de personnage, cette nostalgie, de se dire tous ces éléments, en fait, vous vous rappelez ce grenier où en fait tu joues avec un flingue en mousse. T'as l'attachement au passé de la licence. Exactement, en fait. Il a trouvé plus de corps, et en fait justement dans le jeu, il joue avec ça, quoi. Ça, c'est super intéressant et c'est ce que je retiens le plus. Et dernier point là aussi, encore une fois, à mon goût, hein, ça n'engage que moi, mais de manière subjective, je trouve que ces deux jeux sont plus dépaysants et me plaisent beaucoup plus. Hein. Donc on a le 4 avec tout son background exotique, l'histoire de pirates et tout, je trouve ça beaucoup plus cool, quoi. Ça me touche un petit peu plus en tout cas. Ah là, c'est la séquence pirate bateau, là, c'est un truc de malade, quoi. C'est un peu un fantasme. Et en fait, ils l'ont concrétisé là pour le coup. Je trouve que c'est le plus Indiana Jones des Uncharted, même si les précédents étaient à fond dedans, hein, évidemment. C'était même du Tomb Raider-like, hein, on peut y aller, hein, dans les références, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sur ce 4-là, c'est qu'il joue à balle le côté, tu vois, tropique, à la fin, le petit monde, quand c'est un peu plus ouvert, à Madagascar, tout ça, juste avant. Ouais, puis la semaine dernière, alors, je sais plus, tu parlais de ces jeux qu'on traverse parfois trop vite, et du coup, on profite pas assez du travail des devs. Et là, ça m'avait fait ça à l'époque, et je le ressens encore aujourd'hui, où c'est tellement ouvragé, chaque détail, chaque décor est tellement travaillé que tu culpabilises de tracer un peu dans les niveaux, quoi. On respecte pas. T'y es arrivé, toi, dans ta nouvelle partie, cette grande énigme où en fait t'es dans un château, où t'as des grandes baies vitrées, où en fait il faut que tu te déplaces. Putain, c'est absolument pas très clair ce que je te dis. Mais j'ai en mémoire, à un moment, je crois que c'est plutôt vers la fin du jeu, où en fait dans une grande pièce, mais vraiment énorme, c'est un pseudo château et tout. Putain, c'est sublime. Et là, vraiment, comme tu dis, c'est que en tant que joueur, tu respectes pas les devs parce que on devrait pouvoir se pencher sur le moindre centimètre de la pièce parce que tout a été taffé, tout a une histoire. Il y a de la scénographie en fait dans ces jeux, ils sont si poussés que en fait le décor va raconter quelque chose, quoi. Ouais. Et tu parlais de souvenirs parce qu'effectivement, 6 ans après, c'est l'occasion quand j'ai rejoint Uncharted 4 de me confronter à mes souvenirs d'avant et c'est assez rigolo parce que on a donc cette fameuse phase à Madagascar en Jeep où on peut explorer un petit peu. Et dans ma tête, elle était ultra longue, elle durait 2-3 heures, c'était immense et tout. Et en fait, je l'ai fait, mais ça dure moins d'1 heure en fait. Et même si le niveau est plus ouvert et que tu as une illusion de pouvoir un peu te balader, ça reste quand même très linéaire dans la progression. Et tu as souvent des séquence de Jeep, tout ça. Ouais, tu as souvent des espèces de checkpoints qui te font tu peux plus revenir en arrière. Donc là aussi, c'est parce que techniquement, le jeu doit pouvoir charger la zone à venir. Mais toutes les séquences où justement tu patines avec la Jeep, tu montes le grappin, et en fait, hop, tu passes dans une nouvelle séquence de ce pseudo petit monde ouvert en fait. Et en fait, c'est pas tellement un monde ouvert, ça reste très très linéaire. Et encore une fois, c'est moins d'1 heure. Hein, donc là aussi, tu vois, j'avais un petit peu enjolivé ses souvenirs. Et là aussi, pareil, cette poursuite qui est juste après, qui commence en Jeep, puis en moto, tu passes d'un camion en camion. Celle-là, j'avais oublié à quel point elle est dingue, quoi. C'est un truc de ouf. Je pense que c'est vraiment le money shot du jeu. Hein. C'est vers le milieu, deuxième tiers du jeu, et c'est incroyable. Et là encore, j'ai pas encore eu l'occasion de me réessayer à Lost Legacy, mais se dire que ces jeux entre 6 et 5 ans, c'est dingue, c'est vraiment un truc de ouf. Lost Legacy, je pense que je vais y jouer après, hein, parce que dans mon souvenir, encore une fois, ça sera confirmé, mais c'est pas loin d'être mon préféré, parce que de par son statut de DLC, il a été plus court et donc plus condensé. Hein, je crois que c'est plus 7 heures de jeu. Ça, t'aimes bien ça. Bon, voilà, les jeux courts, ça me plaît. C'est pas plus court encore, c'est même pas 4-5 heures, je sais même plus. Je te dirai la prochaine fois. Le seul truc qui m'a fait redémarrer par Uncharted 4, c'était Nathan, parce que justement, le perso me manquait un petit peu, j'avais hâte de le retrouver, quoi.
Quoi qu'il en soit, bah voilà, c'est Uncharted Collection, c'est 2 jeux qui sont trop cool. Quant au fait de passer à la caisse, bah, je l'ai dit, hein, chacun se le verra en fonction s'il a envie de claquer ou pas son argent. Le seul conseil, c'est que si vous avez qu'un seul des 2 jeux sur PS4, là, l'update pour avoir les 2 en version PS5 n'est que de 10 balles. Okay. Donc si vous avez fait qu'un des 2 et que vous avez envie de découvrir l'autre pour 10 balles, ça vaut carrément le coup. Donc là-dessus, voilà, ça sera mon seul conseil. Dans ce cas de figure, bah, foncez. Quoi. Moi, j'ai super envie de jouer au Lost Legacy et c'est celui que je devais faire pour aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Parce que je trouve ça intéressant d'observer le côté itératif du studio de Naughty Dog sur Uncharted 4. Alors quand je parle d'ouverture et de monde ouvert, il faut vraiment se calmer, hein, tu l'as dit, c'est des petites sections où vis-à-vis de Uncharted, ce qui est peut-être le parangon du jeu linéaire, en fait, c'est que tu n'as absolument aucune liberté, tu vas suivre le script, les combats point par point, et ce Uncharted 4 va créer une petite bulle, là tu l'as dit, au milieu du jeu. Lost Legacy, c'est un peu plus conséquent, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie, je pense la moitié du jeu, de mémoire aussi, va consister à une petite map, où sur cette map, en fait, tu vas pouvoir aller aux 4 points cardinaux, il va se passer un truc sur chaque point, mais tu vas choisir l'ordre, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Et en fait, ce côté itératif, c'est que tu vas avoir une consécration avec Last of Us 2 où tu as vraiment une section avec le cheval et tout. Et tu vois en fait comment ils fonctionnent, comment ils essayent, comment ils vont tâtonner petit à petit et arriver à une formule qui finalement, sur Last of Us 2, touche une certaine forme de perfection aussi, où tu as vraiment le rythme qui est cadencé, qui est calibré, qui est parfait. Tu vas avoir des moments de respiration. Et on l'a su après dans notre livre, bien évidemment, mais dans toutes les coulisses de Last of Us 2 qu'on a pu entendre, qui ont envisagé de se dire est-ce que le jeu serait pas plus intéressant s'il était vraiment ouvert. Ah mais non, on va plutôt cadenasser ça au début du jeu pour donner un sentiment, puis partir sur un roller coaster après. C'est pas un choix par défaut en mode on aimerait faire un monde ouvert, mais on en fait qu'un petit bout parce qu'on peut pas. C'est vraiment un choix de Naughty Dog aussi de pas faire un monde ouvert, surtout parce que ça implique aussi de pouvoir gérer son rythme différemment. Et c'est marrant, mais même dans Uncharted 4, dans cette bulle qui est un petit peu plus ouverte, ils arrivent à te faire déclencher ces scripts, ces fameux moments Uncharted de manière complètement inattendue. Et ça, c'est quelque chose que j'avais oublié. Et en le redécouvrant, j'ai dit waouh, mais c'est vraiment brillant, quoi. C'est vraiment super bien pensé, quoi. J'ai grave envie de m'y essayer à Lost Legacy, Uncharted 4 Legacy. C'est des mots, tout ça, des noms qui sont pas faciles à dire. Hein. Je crois que j'ai déjà fourché tout à l'heure sur Diablo 3, alors que c'est pas si compliqué. C'est l'heure du top 3, l'interlude, celui que vous attendez tous. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur le top 3 des jeux. Alors, c'est un top 3 un peu plus léger, hein, on n'est pas là pour voir l'avenir. C'est le top 3 des jeux pour lesquels on galère à prononcer les noms. Et voilà, ça me paraît de circonstance. Donc d'habitude, je te demande qu'est-ce que ça veut dire, un top 3 des jeux qu'on galère à prononcer les noms, c'est assez clair. Alors déjà, en podcast, c'est toujours... je sais que vous vous moquez, parce que des fois on fourche, des fois... t'as la petite pression du micro, on est en enregistrement, on n'est pas en train de parler entre potes. Donc avoir une phrase complète du début à la fin avec une prononciation parfaite, c'est pas évident. Et sur les noms des jeux, c'est parfois encore plus compliqué. Coucou, Nico, c'est à toi. Commence par ton top 3. Alors je vais commencer, évidemment il ne peut pas y avoir de top 3 sur les jeux difficiles à prononcer sans parler de Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, donc je suis parti, alors attention je vais la faire en anglais parce que le titre est en anglais de base, hein. Donc c'est Kingdom Hearts 358 over 2 days, donc le jeu sur DS qu'on appelle nous 358 mes couilles je pense, à peu près. Donc voilà, au-delà du fait que c'est dur à retenir, c'est dur à prononcer aussi. Il y a quand même, je fais une petite mention à Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue. Là aussi, voilà, c'est Kingdom Hearts ne pouvait pas passer à côté de ça. Déjà, tu dis Kingdom Hearts. Je dis Kingdom Hearts. Kingdom Hearts. C'est hyper dur à dire, Kingdom. Alors, est-ce que ce top 3 signifie qu'on sait pas parler anglais ? C'est possible, parce que moi, mes 3 jeux, c'est de l'anglais. On aurait pu abuser avec des jeux jap, mais c'était pas l'idée. Hein. Oui. Moi, il est très perso, mon top 3, c'est des vrais jeux pour lesquels je galère, au-delà du fait que je galère souvent. Moi, c'est sur Deus Ex. Alors, Deus Ex, mais lequel ? Et est-ce que vous vous rappelez de Deus Ex ? Voilà. Deus Ex, Mankind Divided. Je pense autre chose, celui-là. J'avoue. Vas-y, dis-le. Deus Ex Mankind Divided. Ah, t'es pas mal. T'es pas mal. Que je réfléchis en disant, c'est pas évident. T'es pas mal. Allez, ton top 2. Alors là aussi, top 2, c'est un jeu pas forcément très connu, mais à chaque fois je me galère. Alors je lis pour pas me chier, hein, c'est Boom Blocks. Boom Blocks, c'est le jeu Electronic Arts qui était fait par Spielberg en fait. C'est vrai. Et c'était un jeu de réflexion. Alors j'avoue, j'y ai jamais joué, mais ça avait l'air sympatoche. Et Boom Blocks, j'ai tendance à l'appeler Bloombox ou Boombox. Oui, c'est-à-dire, t'as envie de dire Boombox en fait. Et en fait, là, c'est juste que c'est moi qui sais pas placer le L en fait. Donc c'est bien Boom Blocks. Et j'avoue, la consonance, c'est pas forcément super facile. C'est Boom Blocks. Boom Blocks. C'est presque Boombox, le post-radio quoi, ouais. de Philadelphie. Si vous êtes un Américain, vous voyez de quoi je parle. Très bon top 2. Mon top 2, moi, c'est Far Cry 4. Alors, je l'ai dit net, là.
Mais Lui, je capte pas trop. Mais c'est le 4 en fait. Far Cry 4. Ouais, parce que toi, t'as un accent, tu prends un accent parigo. Far Cry 4. Je pense qu'on est majoritairement écouté à Paris, donc calme-toi. Far Cry 4, pas évident à dire. Hein. Alors, il y a peu de fond dans ce top 3. Vous l'avez remarqué, il y a vraiment pas grand-chose. Donc, on va vite. Ton top 1, c'est quoi? Asura. Asuras. Parce qu'en plus, t'as l'apostrophe S de la possession, donc la colère d'Asura. D'Asura. Donc, joli. Bah, alors, le jeu de CyberConnect, Bandai Namco, Bamco. Je crois que c'est Bamco. C'est Bamco. Putain, je vais dire Capcom, je dis n'importe quoi. Non, peut-être Capcom. Je sais plus. Vraiment aucun fond dans ce top 3. Mais je crois que, je sais pas. Je dis rien. Je vais vérifier, vas-y. Check. Sur mon numéro 1, qui est pour beaucoup, je pense, alors moi, c'est pas un jeu, c'est une saga, mais j'avoue, je galère grave à le dire. C'est The Elder Scrolls. Alors, je l'ai encore dit net, mais au milieu d'une phrase, à chaque fois, je galère parce que The Elder Scrolls, le R là, il passe pas. Donc voilà, je pense. Dire Skyrim ou Oblivion, c'est plus simple. Mais The Elder Scrolls Skyrim, ah putain, j'y arrive. Non, c'est un peu une thérapie qu'on fait avec vous. Mais faites ça chez vous, entraînez-vous et dites-nous quel jeu vous galérez. Asuras, eh bien, un jeu Capcom. Ah, c'est GG. Bon. On y est. Voilà, après ce top 3, ma foi, je pense très informatif, ou en tout cas, on l'espère assez marrant. N'hésitez pas à nous balancer vos galères, vos embrouilles. C'est toujours bien de les partager, ou en tout cas travailler. On est là tous ensemble, on galère tous. On galère tous. On va passer à quelque chose de très festif, un anniversaire, et pas des moindres, c'est Final Fantasy VII Fête. Ce lundi de cette semaine, 25 ans. Ma première question, 25 ans, sur FF7, Nico, coup de vieux, comment ça se passe? Coup de vieux de ouf. Bambou? Bambou, parce que on a 37 ans tous les deux, ouais. Donc 25 ans, c'est les 2 tiers de notre vie, donc voilà, on a vécu 1 tiers de notre vie sans FF7. Je sais pas comment tu as fait personnellement. Il y a des gens là, qui nous écoutent, je pense, et en fait, ils étaient pas nés. Quand FF7, ouais. J'espère qu'il y a quelques jeunes qui nous écoutent. C'est chaud de ouf. Bon, on va pas parler du jeu, des origines, tout ça, pour ça, on a déjà 2 ouvrages. Un premier qui s'appelle La légende Final Fantasy VII, qui est écrit par deux loustiques, je pense. 2 auteurs prometteurs. Donc ce livre, c'est Création univers décryptage. Vous saurez tout sur FF7. Un second bouquin qui s'appelle Les mémoires de FF7, c'est lui rédigé par Matt Leon et qui lui, en fait, une compilation de conversations croisées de toutes les têtes pensantes de Final Fantasy VII. Donc là, il y a tout le monde. Sakaguchi, Uematsu, il y a tout le monde, Amano, Nomura. C'est la folie furieuse. Très, très intéressant. On a aussi, si vous n'avez pas envie de lire, c'est dommage, mais vous voulez nous écouter, on a un Third émission sur FF7, on a un Third Strike EX sur FF7 Remake, et dans Red Alert, je crois que c'est la 2 ou 3e fois que je vous en parle, après Intergrade Intermission. Dès qu'on peut en parler de FF7, je ne me gêne pas. De la dire que t'es un forceur? Non. J'espère pas. Non, comparé à Damien, tu n'es qu'un enfant. Bon, c'est l'anniversaire de 25 ans, c'est pas rien. J'ai envie de te poser une question. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la part de Square Enix pour les 25 ans? Cette semaine, on n'a pas vu grand-chose. On a vu un logo. Un petit logo sympa qui est joli. Je me contente de peu. On se contente de pas grand-chose. Est-ce qu'une nouvelle trad, ça serait sympa? Est-ce que ça sous-entendrait néanmoins qu'il faille faire une nouvelle trad pour tous les pays? Ah, mais moi, c'est la question, on en a parlé cette semaine, mais j'en reviens pas qu'après 25 ans, ils aient pas une seule fois décidé de repayer pour une nouvelle trad. Ça fait 25 ans qu'on se tape cette trad dégueulasse de l'époque. Donc c'est vrai que sur toutes les versions des maths, physiques, tout là, à chaque fois on se retape cette version mal traduite. Néanmoins, voilà, nous petits Français, on quémande une nouvelle traduction, mais l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne... payez-leur. Enfin non, mais là, le jeu, sans dire qu'il a été suffisamment rentabilisé, même dès qu'il ressorte, il est suffisamment ressorti sur suffisamment de support, et je pense qu'il a généré suffisamment de thunes depuis pour payer une nouvelle trad, quoi. Truc que je me demande, moi, c'est les anniversaires. Finalement, est-ce que c'est pas important pour les joueurs, mais pour les éditeurs et les développeurs, pas tellement. Les 30 ans de Sonic, les 35 ans de Mario, de Zelda. Square Enix, en l'occurrence, pour l'anniversaire de Tomb Raider, n'a pas fait grand-chose. Nico, toi, grand spécialiste des anniversaires pour les Red Alert, finalement, est-ce que c'est pas plus important pour les joueurs, ces anniversaires, que pour les devs et les éditeurs? Bah oui, c'est des souvenirs qu'on fête, donc là-dessus, c'est marrant, plus la nostalgie du joueur. La complexité pour les éditeurs, c'est que je pense que dans l'absolu, ils auraient tous envie de fêter l'anniversaire, mais ça impliquerait que ce soit raccord avec un dev en cours, avec un projet qui vient à terme à un moment. On sait que Tomb Raider, ils avaient rien sous le coude pour cet anniversaire-là, donc c'est normal qu'ils auraient montré, quoi. Oui, mais on parle pas d'un crash boursier. Ce qui est bien avec un anniversaire, c'est qu'on sait quand il va tomber. Donc autant, c'est vrai que c'est dur de prévoir un développement à la fin d'un dev ou une annonce. C'est toujours des grandes organisations, mais bon. Est-ce que finalement,
ça serait pas bien que les développeurs et les éditeurs considèrent ça, vu que les joueurs c'est intéressant, mais bon, on est quand même à 2 doigts de dire aux éditeurs de s'intéresser plus au marketing, parce que c'est ce que ça veut dire. J'ai l'impression qu'on n'est jamais content, tu vois. Si quand ils font des choses extrêmement commerciales, on dit mais vous abusez, arrêtez de surfer sur FF7, laissez ce jeu tranquille. Quand ils font rien, on est en train de dire vous vous rendez pas compte, attends, c'est les 25 ans, vous nous faites rien, un pauvre logo. On est vraiment, on est des chieurs, hein, les joueurs. C'est dingue. Hein. Cette année, je pense qu'on peut attendre peut-être la sortie de Ever Crisis, donc nouvel épisode de la compilation FF7, qui est un jeu free-to-play épisodique qui va reprendre l'essentiel de la compilation, des événements de la compilation de tous les jeux. Il est dur à expliquer, lui. Sur mobile, on ne sait pas encore combien de chapitres, on sait juste que FF7 en lui-même va comprendre 10 chapitres, néanmoins, ça va reprendre aussi ce qui était dans Before Crisis, tout ça. C'est censé être chronologique, hein, après ce qu'ils ont dit. Donc on sait pas, ça m'étonnerait qu'on se tape 10 épisodes de Before Crisis avant d'arriver à FF7 quand même. Hein. Je sais pas, on sait juste que ça sera un free-to-play et qu'il y aurait des lootbox sur des armes et des costumes, ce genre de trucs, on sait pas trop. On est plutôt sur les premières images sur un jeu au tour par tour avec un côté chibi qui va rappeler le FF7 originel. Ça a de la gueule, hein. Moi je suis plus sans dire que je suis chaud, parce que c'est vrai que ce côté lootbox et tout reste encore un peu inquiétant et mystérieux, mais je trouve que ça a de la gueule. Ils ont retravaillé les arts avec ce côté de chibi pour l'exploration. Je crois que les combats c'est la version 3D qui a la gueule du remake en fait. Ouais. Quoi, hein. C'est plutôt élégant, je trouve, et la perspective de revivre l'intégralité de l'histoire de FF7, je trouve ça plutôt intéressant. Carrément, en tout cas, il faut pas attendre, à mon sens, plus de news tant que FF16 ne sera pas sorti. Il y a pas de raison que l'éditeur, Square Enix, parasite le message et la sortie de FF16 qui est important quand même avec FF7. On attend toujours d'ailleurs l'annonce. Exactement. On a vu cette semaine beaucoup d'emballement sur une déclaration de Kitase qui a dit que normalement il devrait y avoir quelque chose sur FF7 Remake par 2 cette année, mais il ne faut pas oublier la fin de sa phrase. Il a dit si on peut. Et vraiment, la vérité, s'il y a moyen. Non, mais c'est ultra important. Vraiment, c'est la fin de sa phrase. Il a dit il y aura quelque chose cette année, si on peut. Autant vous dire que c'est absolument pas certain. Est-ce qu'on va avoir un trailer en fin d'année ? Le TGS se déroule le 15 septembre, les Game Awards en décembre. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose ? Peut-être. Le seul moyen, c'est que FF16 sorte entre septembre et novembre, comme on le prophétise, et que du coup, ça laisserait décembre le créneau libre à Final Fantasy VII Remake Part 2 pour être un petit peu montré, quoi. À chaque fois que je peux vous parler de FF7 et de ses continuités et différentes itérations, je le fais. Mais un jeu est sorti il y a peu et je vous en ai pas parlé, ça s'appelle FF7 First Soldier et ça vous fait marrer. Mais tu l'avais promis cette chronique, donc c'est bien. C'est l'occasion. Tu tiens parole. Ça va être assez rapide, c'est juste histoire de vous faire une petite présentation. Ce FF7 First Soldier, c'est un FF, j'ai l'impression qu'on veut pas voir tel quel, mais on peut pas dire que c'est pas un FF7. Ce que je veux dire, c'est que le postulat scénaristique, finalement, il est bien trouvé, tu vois. Il y a eu une guerre avec des combats armés, avec des armes à feu, entre des militaires du Wutai et de la Shinra. C'est vrai, ça s'est passé. Donc finalement, tu vois, le but de faire un free-to-play shooter Battle Royale, tu vois, le combo à fond sur ce First Soldier, c'est vrai, mais il fallait trouver le prétexte. Et pour le coup, placer l'intrigue, tu vois, lors de cet affrontement, je trouve qu'il est plutôt bien intégré. Encore une fois, c'est pas le FF7 qu'on veut voir, c'est pas celui-là, on veut pas le voir, et c'est pas le FF7 qu'on attend, mais bon. Est-ce que c'est pas le FF7 qu'on mérite, finalement ? Ah putain, c'est triste. J'espère pas. J'espère pas. En tout cas, le jeu, il est pas très bien, hein, je vais être honnête, hein, j'y ai pas passé 10 heures, hein, j'y ai passé néanmoins quelques heures. J'ai pas trouvé ça déplaisant, mais j'ai pas trouvé ça bien. C'est une tentative de percer dans l'Eldorado du Battle Royale, hein, c'est rien de plus. Et prendre la plus grande cash machine de l'éditeur qui est FF7, je trouve que c'est pas stupide comme décision de la part de Square Enix. Est-ce que t'as lâché ton bifton ? Non. Non. C'est du vrai Battle Royale, hein. Tu vois, t'as des bonus de partout, t'as des bonus de connexion. À chaque fois que tu te connectes, t'as un bonus. Quand tu gagnes un niveau, quand tu perds, il y a des événements tout le temps. C'est du vrai Battle Royale free-to-play actuel. Il s'est passé quelques trucs là sur First Soldier pour les 25 ans. Il y a eu des live événements qui ont été organisés. Il y a des emojis avec bim, ton personnage, il fait un petit pouce comme ça, comme Gotoz, mais ça fait 25. C'est vrai. C'est très rigolo. Mais là, il prépare vachement de choses pour la Saint-Valentin, on va y revenir. Le truc, c'est que First Soldier, c'est un Battle Royale opportuniste, hein, mais bon, est-ce qu'il faut considérer que ce jeu va salir l'essence Final Fantasy ou même salir le 7e épisode ? À mon sens,
Pas du tout. En fait, franchement. Je pense qu'il est déjà oublié de la majorité des gens. Mais au-delà, c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est juste que, tu vois, FF7 tel qu'il est, il va garder sa force, sa puissance telle qu'il est. Si vous avez envie de jouer à l'original, allez-y. Le remake, si vous le trouvez dégueulasse, n'y jouez pas. Si FF7 se transforme en BR, en Battle Royale, c'est juste normal et logique vis-à-vis de Square Enix. Enfin, ils vont pas faire un Battle Royale sur The Bouncer. Si vous savez pas ce que c'est normal. Moi, je trouve ça logique, ça salit rien. C'est juste que, comme tu dis, peut-être qu'il sera oublié. Peut-être pas 1 million de préinscrits sur le Battle Royale de FF7. Donc, ce que je veux dire, c'est que le titre en lui-même, il est ultra classique pour ce qu'il est, donc un free-to-play Battle Royale. Sans y jouer, Nico, je pense que tu peux imaginer ce que c'est ça. Sans te tromper, t'arrives en hélico, tu choisis où tu veux être déporté, où tu peux être héliporté. Héliporté. T'as plusieurs styles pour ton soldat, t'as des capacités propres que tu peux changer, que tu peux gagner, que tu peux acheter. T'as une zone qui va se rétrécir, et oui, on est dans un Battle Royale, et la saison 1 de ce free-to-play était à Midgar, et à Midgar, on est encore dans la saison 1 actuellement, donc t'as absolument tous les environnements que tu vois dans le remake. Tu trouves des matérias, tu croises des monstres en fait, qui va te rappeler un petit peu FF7, ça c'est sympa parce que des fois tu te dis à quoi je suis en train de jouer là. Et donc t'as quelques boss, donc t'as Ifrit par exemple, t'as une moto, une voiture, un chocobo, des chocobos que tu peux même élever. Okay. Et donc tout ça est en fait agrémenté de cosmétiques, ton chocobo, ta moto, ta voiture, tout ça tu peux acheter des couleurs différentes, ton costume, etc. La saison 2 arrive le 28 février, donc avec le bâtiment de la Shinra en lui-même, donc c'est-à-dire la tour, là dans la saison 1 on pouvait pas encore visiter, et Bahamut qui arrive, là c'était pas le cas sur la saison 1, et la Saint-Valentin, alors là c'est vraiment le big deal, comme on dit, vraiment ils ont lancé ça, donc la saison 2 arrive le 28 février, donc ils sont un peu, pas encore raccord avec la date, ils sont un peu ratés, mais c'est vraiment énorme, il y a un nouveau perso même qui arrive avec un nom inconnu au bataillon, avec... C'est un pote à Rocher peut-être ? Je sais pas, je pense que je n'y jouerai plus d'ici là. La Saint-Valentin au Japon, c'est un truc, on a eu la chance, nous, d'y aller plusieurs fois au Japon, et dont une de ces fois-là, c'était en plein Saint-Valentin. Ouais. Et c'est quand même, c'est pas n'importe quoi. Mais non, tu voulais balancer une anecdote ? Bon, tu peux. Qui est trop perso pour moi. Bon, si c'est trop perso, alors. L'amiabilité, c'est important aussi d'en parler. C'est un jeu qui est sur mobile. Et donc là, il y a vraiment beaucoup d'options. Tu peux y jouer sur ton écran, mais c'est pas pratique. Et là, je remercie Ken qui m'a prêté, en fait, alors, ça a un nom sûrement, mais je sais pas. C'est un truc où tu mets ta manette de Xbox. Alors, je crois que tu peux même mettre d'autres manettes. Un support, en fait, pour jouer. Et tu cales ton téléphone au-dessus. Et franchement, c'est ultra pratique. Bon, là, c'est pas ultra ergonomique au niveau du poids, mais face à une maniabilité à l'écran, c'est vraiment la révolution. L'appairage, donc t'appuies en un clic, tout est prévu, c'est vraiment très 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 bien fait. Ça peut sauver l'expérience de jeu, et si j'ai un tant soit peu apprécié, je pense que c'est grâce à ça. Ouais, parce que nous on n'est pas des joueurs de jeux mobiles ou tactiles, c'est pas trop notre génération, quoi. Et si je me suis lancé dans First Soldier, c'est parce que j'ai cru, alors je sais pas si j'ai espéré, mais qu'il y ait un petit peu de lore caché, un petit peu d'informations, un petit peu de du biscuit à croquer, un truc un peu croustillant, et pour le moment il y a absolument rien, donc c'est vis-à-vis de Nomura, Nojima, tout ça, ils sont habitués à caler des trucs absolument partout, là c'est pas le cas, j'ai envie de dire ouf, je pense que je vais pas pousser l'expérience, mais voilà, à ce jour, si vous êtes fan de FF7, il y a rien à gratter du côté de First Soldier. Ça t'aurait fait chier qu'il y ait des trucs un peu, tu sais, qui rentrent dans la compréhension du remake au global, des petits vraiment des histoires secondaires, incroyablement de ouf, ça m'aurait vraiment saoulé, mais ça m'aurait pas étonné. Tu vois, vis-à-vis de, si on parle par exemple de Kingdom Hearts, où t'as des bouts de scénario cinématiques, même dans le jeu musical et tout. Ah oui, mais exactement, dans le jeu musical qui est sorti, il y avait des cinématiques qui étaient ultra importantes vis-à-vis de Kingdom Hearts 3. Donc voilà pour ce First Soldier, on va pas squatter un peu plus, mais bon, on va pas parler de First Soldier pour les 25 ans de FF7. Dans ce Red Alert, on va essayer de vous proposer un petit truc en plus. Le truc, on en a parlé, j'ai eu une idée de chronique un petit peu au long cours sur tous les Red Alert. Bon, peut-être pas tous, mais sur toute l'année des Red Alert, on va dire. J'aime bien, moi, refaire les anciens jeux. J'aime bien le rétro, ça me dérange pas, je suis OK avec ça. Et surtout, j'aime bien refaire les jeux, tu vois, qui ont été importants.
Et j'aime bien parce que je les voir, les vivre différemment, on les comprend autrement, tu vois, avec les années. Et en fait, comme les Red Alert maintenant, tu vois, on est OK avec le rétro. La boîte de Pandore était ouverte. Ouais, la boîte de Pandore a été ouverte. Et en fait, je me suis dit, j'ai eu envie de me confronter à mon top 10 all-time, tu vois. Est-ce que ce top 10, il est encore d'actualité ? Est-ce que ce top 10, tu vois, il est encore pertinent aujourd'hui, parce qu'on a souvent tendance à mettre des vieux jeux, tu vois, dans nos tops, dans ces tops-là. Et l'idée, en fait, c'est sur un an de refaire les jeux de mon top 10, et en tout cas, ceux qui peuvent prétendre y rentrer. Et je trouve que c'était la bonne occasion, les 25 ans, de vous parler de mon top 1 all-time, qui est FF7. Alors, on a déjà tout dit, tout écrit, qu'est-ce qu'on va faire sur FF7 aujourd'hui ? L'idée, c'est de voir qu'est-ce qui vaut aujourd'hui FF7, après 25 ans. Alors, au cours de cette chronique sur mon top 10 all-time, à chaque fois que je vais refaire un jeu, je le referai complètement, en entier. J'avoue, là j'ai triché. Là j'ai refait que Midgar. Mais s'il y a bien un jeu de la liste de mon top 10 que je peux refaire de tête, c'est bien FF7. Donc excusez-moi, je triche, mais tu le connais par cœur. Pour les prochains, je jouerai le jeu à fond. L'idée, est-ce qu'il mérite encore d'être numéro 1 ? Qu'est-ce qui vaut aujourd'hui vis-à-vis du RPG au global ? On va reprendre point par point. Et un truc qui est un petit peu rigolo, c'est que FF7, ça reste le FF le plus vendu aujourd'hui. C'est plus de 13 millions. C'est pas le FF7 le plus rentable. Le FF7 en ligne, FF14 l'a dépassé. Néanmoins, les ventes, ça prouve rien. Il y a plein de jeux qui se sont pas vendus et qui sont excellents. En tout cas, la jauge qualitative n'est pas en mettre en rapport avec la jauge de vente. Est-ce que toi t'es OK avec ça ? Enfin, les jeux les plus vendus sont pas forcément les meilleurs. Oui, mais bon, on peut pas nier qu'un jeu qui se vend beaucoup, c'est qu'il a aussi une large base de fans, et FF7, ça s'est construit avec les années aussi, donc... FF7, c'est le plus vendu, mais c'est aussi le plus cher. C'est un titre qui, à l'époque, coûtait 45 millions de budget pour un budget marketing de 100 millions. Alors d'habitude, un jeu, un film, on double le budget de production. Donc là, 45 millions, c'était en toute logique, on aurait pu imaginer qu'il allait avoir 45 millions de market. Ben là non, c'est 45 millions de budget FF7 et c'est 100 millions de marketing. Donc Sony, quoi. Le plus du double. Ouais. On sait qu'ils ont marché un peu main dans la main avec Sony là-dessus. Exactement. Et on se rappelle tous des pubs à la télé où on a vu le cinématique du jeu, qui n'était pas vraiment le jeu, mais qui ont fait envie à plein de gens. Et t'as exactement mis le doigt dessus, c'est la pub télé en fait qui a vraiment coûté une fortune, qui a été déployée sur plusieurs continents. FF7, c'était l'ambition de conquérir le monde entier avec le JRPG et avec la licence Final Fantasy. Et la télé, et avec le cinéma, c'est le support de publicité, encore aujourd'hui, le plus cher. Donc c'est pour ça que ça a coûté une petite blinde. Car le plus efficace, quoi. Car le plus efficace, en tout cas le ciné, sachez que c'est le plus cher parce que vous pouvez rien faire d'autre. C'est-à-dire que t'es presque attaché sur ton siège à regarder ce qui se passe devant toi. Avec l'inflation, c'est rigolo de calculer combien FF7 coûterait. Alors aujourd'hui, ça serait un budget de 231 millions avec l'inflation, ce qui le place 6e dans le top 10 des jeux le plus cher. Ah, c'est gigantesque. Aujourd'hui encore, en sachant que le premier, c'est Red Dead 2. Donc Red Dead l'éclate, l'ouvre en 10, parce qu'on est à plus de 800 millions de production et 300 millions de marketing. Donc c'est Red Dead 2. Hein. Mais voilà, on est top 6 all-time sur le budget pour FF7, c'est pas... Ouais, alors ça me paraît énorme, mais c'est vrai que, remis dans le contexte, c'était l'apogée de Square Enix, c'était le gros jeu de la PlayStation, celui qui, enfin, comme tu dis, qui s'est vendu à millions, qui a mis le JRPG sur la carte. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui se déguisent en cloud à Japan Expo, donc enfin... Ça paraît pas étonnant parce que c'est vrai que le JRPG aujourd'hui est plus au centre des attentions, mais à l'époque c'était le cas, et notamment au Japon, et notamment, c'est la grande époque de Sakaguchi. Je pense qu'il devait rouler avec, tu sais, on lui jetait des billets pour qu'il marche pas, qu'il touche pas le sol avec ses pieds, quoi. Genre, Quand il est parti, il a exigé Hawaï, parce que bon, il a eu un train de vie certain. Ce monsieur Sakaguchi, le budget, il servait à quoi, hein? On a parlé des pubs télé, mais il servait aussi à faire des graphismes incroyables, des cinématiques qui n'étaient pas le jeu. Mais les cinématiques à l'époque sur PlayStation 1, c'était important. Hein. C'est même ça qui a conditionné le deal avec Sony, qui a fait en sorte que, non, Nintendo, désolé, les cartouches, ça craint. Il n'y a pas assez de capacité. Nous, on a des ambitions cinématographiques avec, je dis nous, comme si Sakaguchi, c'était moi et mon pote. Il voulait faire vraiment du cinéma. Hein. Rappelez-vous cet écran de titre, Game Over. Hein. C'est une pellicule qui est brûlée, une pellicule de cinéma. Ça n'a absolument aucun rapport avec FF7, mais ça prouve une certaine forme d'ambition. Ces cinématiques, c'était important. Moi, j'en ai un souvenir ému, mais le souvenir d'une époque du JRPG roi où les cinématiques, c'était une récompense. C'est-à-dire que à chaque moment fort, à chaque boss tué, tu te disais, c'est maintenant là. Il y a une je vais poser. En fait, t'espérais qu'une chose, c'était poser la manette. Ça nous rendait ouf, quoi. Là où aujourd'hui, on en est peut-être quand même un petit peu revenu, hein, mais c'est comme tu dis, c'était le moment qu'on attendait. Et après, c'est peut-être, je pense, enfin tu me diras, mais c'est peut-être le truc qui a le plus vieilli, non ? C'était ma prochaine question, c'est aujourd'hui ça vaut quoi ? Je peux pas dire.
Franchement, je peux pas dire, ça sera. Je vous annonce à la conclusion de cette mini chronique, c'est que c'est trop compliqué de juger vis-à-vis de la nostalgie, tout ça. Moi, j'y vois aucun problème. En tout cas, sur les graphismes en eux-mêmes, toutes les représentations des personnages, le SD ultra polygonal, les cinématiques qui sont dégueulasses, c'est dégueulasse. Hein. Enfin, ouais, en termes de résolution, on est sur du YouTube bas de gamme, je pense. Ouais, je sais pas. Je pense que les FPS, je peux les compter à l'œil nu. C'est intéressant, c'est que tu vois par exemple FF7 Advent Children ou Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit, qui était le film Final Fantasy au cinéma. Quand tu prends aujourd'hui FF7 Remake, le moteur du jeu, c'est plus beau. Donc c'est difficilement comparable aujourd'hui. C'est se relancer, ça peut être compliqué. Ken l'a fait, il nous en a parlé dans un épisode de fin d'année où il a dit j'ai fait FF7 pour la première fois. Nous, il nous en parlait quand on buvait le café, il nous a dit les gars, c'est raide, c'est dur, c'est compliqué. C'est raide, mais il est tombé dedans à pieds joints et il a adoré l'aventure. Donc il est tombé à pieds joints. Pourquoi ? On va parler de l'histoire et l'histoire de FF7, je vais pas vous la refaire. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que finalement ce jeu, est-ce qu'on peut faire plus actuel aujourd'hui au niveau des thématiques, une entreprise qui pille les ressources de la Terre, on parle de terrorisme écologique, on parle d'une société qui a un monopole, une seule société en fait qui est présente dans tous les secteurs, la Shinra, qui est présente dans l'armement, dans le loisir, dans l'espace, tout ça c'est présent dans un jeu en 1997. Aujourd'hui, on a peur des GAFAM, des sociétés plus fortes qu'un pays. On l'a vu il y a 15 jours quand on parlait de la capitalisation de Apple qui est équivalente au PIB du Royaume-Uni. La Shinra, c'est une société pays, une société monde, ce qui crée, qui est une capitale. Enfin, le siège, c'est la capitale du monde. Ouais, puis il y a la désinformation par la communication, la propagande. Ils luttent contre un peuple qui a un peu des origines différentes. Enfin, ça coche tous les marqueurs de notre temps, quoi. Donc, qu'on apprécie ou pas, j'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'actualité, c'est que l'histoire est contemporaine, il y a une résonance 25 ans après, ça c'est chouette, il y avait de l'avant-gardisme quelque part dans la création de ce jeu-là, en tout cas. C'est là qu'on fait la distinction entre les grands jeux et les œuvres cultes intemporelles, quoi, justement parce qu'elles sont intemporelles et qu'elles restent pertinentes à n'importe quel moment où tu les prends, quoi. Ouais, mais tu vois, c'était si on pouvait catégoriser Final Fantasy, on peut parler de SF, de néo-SF, il y a de science fantasy même, on en parle dans notre bouquin. La science-fiction, c'est un genre particulier, c'est souvent pour les auteurs une forme d'art pour faire lancer des alertes, pour essayer de prédire l'avenir, tout ce qui est Asimov, tout ça, les bons sont tombés juste, là FF7, alors je vais pas comparer ça à Asimov, mais voilà, 25 ans avant, ils sont tombés juste, pas forcément à dessein, mais ils ont alerté quelque part. Ouais, et puis c'est Sakaguchi, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste un conteur d'histoire absolument dingue, et ça reste, enfin lui, ça a toujours été sa lubie, son fonds de commerce, là où c'est sa qualité. Oui. Et on l'a vu dans d'autres jeux derrière, on l'avait vu dans d'autres jeux avant, mais FF7, c'est peut-être celui où il a réussi à toucher le plus de monde, et il était aussi très perso là-dessus, quoi. Il a sa trilogie, donc FF7, FF9 et Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit, où il va parler de la thématique de la planète, où il y avait tout un rapport à une perte qu'il a eu très personnelle, où il va retranscrire ça dans ses 3 œuvres. On va parler de Nojima, c'est vraiment lui qui est à l'origine du scénario. C'est peut-être sa meilleure œuvre, moi je trouve. Il a pas donné la suite. Après, il a fait du Kingdom Hearts. Il est un petit peu dans tous les bails, Nojima de toute façon. Mais là, moi je trouve que c'est sa meilleure œuvre. Il y a l'histoire, mais il y a aussi les personnages. Est-ce que le Aeris, aujourd'hui, 25 ans après, ça fonctionne ? J'ai l'impression que oui, pareil, Ken nous en a parlé, alors il est pas tombé à genoux en pleurant. C'était pas son perso préféré, on va dire. C'était pas son perso préféré, il était plus Team Tifa, mais ne serait-ce que ça, tu vois, la troupe de FF7, c'est des personnages qui sont forts, on va avoir des accointances, on va dire, non, moi je suis plus Team elle, plus Team lui. Et ça fonctionne. Bon, lui, il a laissé mourir Aeris salement. Ça fait partie de ces twists cultes du jeu vidéo, et même 25 ans après, je pense qu'on en a pas rajouté, on peut pas en rajouter 15 qui se seraient produits entre temps, hein. Ça reste des twists rares, mais aussi marquants. On est au niveau de Dark Vador dans Star Wars, quoi. Mais oui, franchement, si on devait, peut-être qu'on y arrivera un jour à ce top 3 des twists. Mais attends, mais t'as tout à fait raison. Là, c'est du je suis ton père version jeu vidéo. C'est connu, tout le monde le sait, mais bon, finalement, quand on y arrive, ça marche à chaque fois. Ça marche encore. Dans tous les cas, niveau rythme, FF7, à mon sens, c'est encore une référence à toute époque confondue. Le rythme du jeu, le pacing, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est encore
ultra qualitatif, hein. On a vraiment des séquences qui sont particulières, on a Midgar qui est très scripté, on a le monde en fait qui va s'ouvrir petit à petit. Alors calmons-nous, hein, on n'est pas du tout sur un monde ouvert. Le remake part 2 ne sera pas un monde ouvert parce que ça s'engage là. le jeu de base n'était pas un monde ouvert. FF7 s'ouvre vraiment au dernier CD quand tu as le haut vent et tout, un petit peu avant avec différents modes de véhicules, bien que tu vois à chaque fois t'es cantonné à certaines portions. Et au niveau de la narration, pareil, la granularité, elle est absolument parfaite. Tous les éléments arrivent petit à petit. C'est, en termes de pertinence de JRPG pur, encore une référence. Aujourd'hui, tu vois, je me les tape tous, hein, Tales of Arise, hein, qui a vraiment plus une grande majorité, que j'ai trouvé très qualitatif aussi, mais qui ne tutoie pas une seconde FF7 en termes de rythme, en termes de proposition, en termes de prélude. C'est ça que je voulais dire, je dis monologue, mais c'est pas du tout ça, de prologue. C'est encore une oufrie, FF7 sur ce point-là, c'est solide. Parce que, pour rappel, hein, je suis sur est-ce que ça reste mon top 1 ? Alors évidemment, je commence fort. Hein. Ça va dans le bon sens. Les combats, c'est important. On va pas faire point par point, mais tu vois, les combats, les matérias, Ken qu'il a fait, encore une fois, mon référent, il a fait l'année dernière. Les matérias, j'aurais mis mon bras coupé. Il est tombé, les pieds, les mains, la tête dedans. Pieds joints, salto arrière. Parce que c'est un système, encore une fois, qui aujourd'hui fonctionne, qui est mortel, qui a un petit peu de gameplay émergent, où tu vas avoir l'impression d'inventer des trucs complètement T'as un moyen de casser le jeu, en fait, et c'est ça qui est fun. Délirer, quoi. Ouais, c'est ça qui est fun. La musique, allez, un dernier mot sur l'une des partitions d'Uematsu peut-être les plus mémorables. Alors, est-ce que c'est la plus mémorable parce que c'est le jeu le plus mémorable ? Chacun, alors ça c'est le débat nul, hein, qui est le meilleur FF, c'est lequel ? Souvent, la bande-son va de pair avec son FF préféré. Moi, je sais que tu vois une note, une mélodie de FF7 à la seconde encore aujourd'hui, alors que je l'ai fait des dizaines de fois, mais c'est foutu. En fait, j'ai envie d'y rejouer à la seconde où j'entends une note. Et parler de la musique, ça m'amène à parler du facteur nostalgie. Et en fait, j'ai vraiment envie, avec cette chronique, ce jeu de top 10 all-time, de le refaire, de se confronter à ce top 10, c'est essayer de me détacher de la nostalgie. Bon, chacun fait son top 10 hein, comme il veut, hein, de ce genre, il n'y a pas de souci. Mais moi, en fait, sur l'exercice, si je puis dire, en fait, c'est de voir en fait, quels sont les jeux qui comptent le plus pour moi hors nostalgie. Car, tu vois, c'est la chose potentiellement, la nostalgie la plus agréable, mais aussi la plus perverse, dans le sens où elle peut altérer ton jugement de la réalité, de la perception. La nostalgie peut tout changer, tu vois. Alors, je dis pas que c'est un mal, la nostalgie, hein, pas du tout. J'adore m'y rouler dedans, mais c'est pas une recherche de nostalgie que j'essaie de faire là. C'est refaire mon top 10, c'est pas je vais me faire 10 kiffs, bien que c'est ton top 10 all-time, donc forcément, tu vas plus ou moins kiffer refaire les 10 jeux, mais c'est plus de voir l'ordonnancement, tu vois. Est-ce que mon top 1, ça reste le top 1 ? Est-ce que, après les années, est-ce que tu as fait ton top 10 ? Moi, mon top 10, je vais pas vous le révéler, parce que ce sera chronique par chronique, mais il y a beaucoup de vieilleries. Il y a beaucoup de PlayStation 1. Est-ce que finalement, tu vois... Ouais, c'est un peu paradoxal, mais c'est un peu rationaliser ton top et avoir presque une démarche presque scientifique. Quoi, est-ce que ça me plaît vraiment parce que je l'avais joué à un contexte particulier ou parce que le jeu me plaît parce que c'est un putain de jeu, quoi. Voilà, c'est ça en fait l'idée. Donc vous verrez par la suite. Moi, j'aurais très peur de me confronter à ça. Je sais pas si j'aurais le courage de faire ça. Mais j'essaie de te dire, quand je t'en ai parlé de la chronique, t'as dit que ça pourrait être intéressant. Dites-nous si c'est intéressant, parce que s'il faut c'est naze et je le continue pas. Mais ouais, j'essaie de t'engrainer, de te dire mais vas-y refais-le ton top 10 aussi. Alors déjà, j'aime pas trop refaire les mêmes jeux plusieurs fois, bizarrement. Alors là où j'ai aucun problème à remater un film plein de fois. Mais j'ai du mal, moi, à me détacher même des jeux que j'adore. Hein. Je sais, tu vois, le Mario 64, qui est clairement dans mon top 10 all-time aussi. Et quand il est ressorti dans la compile sur Switch, j'ai à peine joué 1 heure parce que j'ai beaucoup de mal, moi, sur le côté feeling et maniabilité, parce que forcément, c'est le truc qui évolue dans le jeu vidéo, forcément. Même des jeux mauvais aujourd'hui, ils seront peut-être plus maniables que des bons jeux d'il y a 10 ans. Et ça, c'est quelque chose qui me bloque énormément, quoi. Je veux pas blasphème sur ton top à toi en plus, alors que tu joues même pas, tu vois. Mais Mario 64, je l'ai essayé aussi au moment de la compile, et vraiment, j'ai eu un choc. C'est que Mario 64, c'est un monument, un pivot de l'industrie du jeu vidéo. Mais quand j'y jouais, j'ai fait, non, ça a ultra vieilli. Alors là, je suis en train de tresser des lauriers à FF7 en disant que c'est le meilleur all-time et tout ce que tu voulais, mais j'essaye de me dire, ouais, franchement, le système de combat, l'histoire, les persos, qu'est-ce que ça vaut aujourd'hui ? Comment je le prends ? Et sur 64,
Oui, et factuellement, je reconnais que c'est un monument. Mais manette en main, aujourd'hui, en 2022, Mario 64, c'est dur, c'est raide, quoi. Ouais, mais encore une fois, on peut pas aussi ôter un jeu de son contexte de sortie de l'époque, Exactement. et on l'aime aussi parce qu'il la représente à l'époque, l'innovation qu'il a apportée aussi. C'est toute la difficulté. un Voilà, peu tu de peux pas. l'exercice. Faut ni juger dans la nostalgie, ni juger par le prisme d'aujourd'hui. Faut essayer de rester un peu entre les deux. C'est un petit peu le truc. Alors voilà, mon top 1, est-ce qu'il reste top 1 Oui. Je suis choqué. Donc, dans ce top 1, finalement, franchement, je vous le dis, j'intègre le remake. C'est-à-dire que pour ce qu'il est, le remake, le meilleur JRPG contemporain, la FF7 Remake Part 1, la relecture, le méta, c'est fait de façon intelligente. Le défi sur lequel il s'est confronté, FF7 Remake, de dire l'un des jeux les plus appréciés au monde, je vais en refaire une relecture, l'intégrer à son méta, relever ce défi, je trouve qu'il y est arrivé. Donc du coup, mon top 1, c'est FF7 Remake FF7, parce que je vais pas cramer 5... Parce qu'imagine, il y a 4 parties à FF7 Remake, que toutes font partie. Je vais pas cramer mon top 7. La moitié de ton top 10, ça sera du FF7. Et puis même, c'est un peu ridicule, je l'adore, je suis fan, mais bon, pas trop de fanboyisme non plus. Voilà, la suite, je fais quoi, tu vois? Est-ce que je le prends chronologiquement? Est-ce que là, je fais top 1, 2, 3, 4, ou alors je pars par le 10? Est-ce que je fais dans le désordre? Et du coup, ça, c'est un petit peu compliqué. Ouais, je sais pas, j'ai envie de dire, écoute ton cœur, suis ton feeling, lequel t'as envie le plus de redécouvrir aujourd'hui. Parce qu'en gros, pour vous teaser, si je suis dans le décroissant, si je fais de 1 au 10, en termes d'appréciation. Ouais. Le top 1, c'est FF7. Mon top 2, du coup, ça serait Bloodborne. Mais là, si c'était dans l'ordre, ça serait Bloodborne. Mais si ça serait les envies, là, mon prochain, ça serait Shenmue, tu vois. Qui est dans mon top 10. Je vous dis pas où, mais il est dans mon top 10. Là, j'ai grave envie de rejouer à Shenmue. Et puis, je joue à Bloodborne, là où il y a Elden Ring qui arrive dans moins d'un mois. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est le bon moment? Ouais, voilà. Bon, l'idée, c'était de fêter ainsi les 25 ans de FF7. Une occasion pour moi encore de parler de FF7. Il y en a jamais assez. Si la chronique au long cours, là, ce top 10 all-time confronté, vous trouvez ça cool, je continuerai. N'hésitez pas à engrainer coucou pour qu'ils s'y mettent aussi. Et juste, je sais pas que les gens captent bien, c'est que tu vas pas faire 10 chroniques à la suite. Ça Non. sera justement dans des chroniques s'il n'y a pas forcément d'actu, des moments de l'année. Ouais, c'est ça. Donc oui, la semaine prochaine, c'est ni Bloodborne ni Shenmue. Je me laisse 1 an, tu vois, 1 an pour refaire ce top 10. Mais tu vois, par exemple, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de PlayStation, il y a beaucoup de ce jeu de cette période-là, c'est pas très compliqué à imaginer. Mais l'idée, c'est que, tu vois, par exemple, Red Dead 2 et Last of Us 2, quand on discute comme ça avec des gens, ils sont pas très souvent dans les top 10 parce que ça convoque la nostalgie. Et moi, ce que j'ai envie, c'est finalement, Last of Us 2, Red Dead 2, c'est des monuments aussi. Ouais, c'est vrai qu'on se met un peu des barrières en sanctuarisant le top de la jeunesse de la Madeleine de Proust. Exactement. Et on a du mal à intégrer des trucs récents dans nos tops. Ouais. Et tu vois, par exemple, Mario 64, hélas, n'est pas dans mon top, mais s'il avait été, j'espère que cet exercice me donnerait l'occasion de dire non, Mario 64 il saute et c'est Mario Odyssey qui le remplace parce que il a les mêmes qualités, il a les mêmes ambitions et il arrive à les faire avec autant de maestria. C'est ce genre de bail là. Alors hélas, tu vois, FF7, FF15 ne remplacera pas FF7 parce que FF15 c'est pas le même délire, mais voilà, vous avez compris le délire. Si vous avez kiffé, on va voir où ça nous mène. La semaine prochaine, tu nous as un petit peu teasé. Ouais, on va parler de Sony, de rachat, de l'industrie. Que doit faire Sony? Comment ils doivent réagir? Il y aura des trucs cool à dire, je pense. Et pas de Judgment, du coup. Judgment, alors ça sera dans 2 semaines, mais en même temps, je vous promets ça depuis un bail. C'est quoi que tu avais promis pendant un moment, toi aussi? Je sais plus. Attends, c'était The Medium, je crois qu'on a parlé pendant 10 ans. Et il a duré. Mais c'est finalement... parce qu'en plus, il y a de l'actu qui arrive, il y a Horizon qui va arriver. Il y a Sifu aussi. Je sais pas si tu vas faire une chronique Sifu, toi? Oh, je sais pas, peut-être. On verra. En tout cas, je suis chaud pour y jouer, mais je sais pas si je ferai une chronique dessus. On verra. En tout cas, on vous renvoie à ce premier épisode de la saison où on vous a fait le planning des jeux qui nous chauffaient, qui seront sûrement présents. Pour ma part, la semaine prochaine, ça sera Pokémon Arceus. C'est bon. Ça devait être cette semaine, mais il y a eu les 25 ans de FF7. Et puis j'ai dû relancer FF7, j'ai fait jusqu'à Midgar. Donc là, c'est bon, je l'aurai fini la semaine prochaine. Là, j'ai pas eu le temps de le clôturer. C'est important quand même d'arriver jusqu'au bout pour vraiment avoir la structure globale du jeu en tête. Donc voilà, la semaine prochaine, c'est Sony et Pokémon. Donc si vous êtes chaud, j'ai envie, je serai là. C'est vrai? Ouais. J'espère que vous serez là aussi. L'occasion pour nous de remercier et de faire un bisou à l'équipe, à Ken, à Ludo, à Damien, de vous remercier encore à vous et de vous dire à la semaine pro. Bye bye. Bye bye. Damin, moi je serai. J'ai dit Damien. Damin. Top 3. Top 3 des prénoms que vous ne savez pas prononcer.